Alors, donc on va parler de l'implant sous-rétinien qui restaure partiellement la vision de personnes atteintes de DMLA. Donc c'est une étude, assez récente et du coup, voilà, donc là, on est sur, l'INSERM. On est sur l'INSERM. Alors, est-ce que je vous lis tout? Comment qu'on fait? Est-ce que je vous lis tout ou est-ce qu'on commence, le temps est-ce qu'on commence par regarder peut-être la petite vidéo pour voir comment, fonctionne l'œil, déjà? Je vous propose ça. On regarde comment fonctionne l'œil. On ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. On regarde comment fonctionne l'œil, on regarde la définition de la DMLA, en particulier, l'atrophique et ensuite on regarde un petit peu le dispositif, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet implant sous-rétinien et en quoi, pourquoi en particulier chez les personnes atteintes de DMLA et en particulier de DMLA atrophique. Donc on va commencer par cette petite vidéo au cœur de l'INSERM toujours, au cœur des organes, l'œil et la vision. Comme ça, on a déjà une première vision globale de l'œil, une vision globale de l'œil. Vous l'avez voilà. Euh, Hop, c'est parti. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. Donc, déjà, juste, nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est au niveau de la rétine. Mais vous pouvez avoir aussi des troubles de la vision qui se portent au niveau des autres parties de l'œil. Aujourd'hui, je vous le dis pour que vous vous concentriez particulièrement sur cette partie, parce que c'est celle qui va nous intéresser. Rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. Donc, à Quand la l'intérieur, lumière hop là, à l'intérieur, donc ici, choroïde, sclérotique, je crois, sclérotique à l'extérieur. Donc notre œil est blanc because of, parce que, à cause de la sclérotique qui est blanche. Mais notre pupille est noire parce que choroïde, elle est noire. J'ai entendu quelqu'un dire que les yeux bleus ne sont en réalité pas bleus. C'est vrai. Je saurais pas te répondre. Je t'avoue que là, pour le coup, autant sur le sujet des prothèses, là, j'étais un peu plus dans mon domaine d'expertise, autant sur les yeux, je suis pas forcément hyper experte. Après, dans tous les cas, j'ai envie de dire, les couleurs sont relatives, un peu subjectives, puisqu'elles dépendent de la personne qui regarde. Bon, après, en général, le vert est globalement vert pour tout le monde, sauf si vous êtes daltonien ou que vous avez des soucis au niveau des cônes. Mais je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire si en réalité ils sont pas bleus. Euh, je ne sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi l'iris est de telle ou telle couleur. Il faudrait s'intéresser en fait à ça pour comprendre pourquoi peut-être les yeux bleus ne sont pas bleus. Je ne sais pas. Il me semble avoir entreaperçu ça, oui, mais je n'avais pas le temps de le lire. Ah bah, si vous avez l'info, ça y est, je suis perdue. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses.
Donc là, déjà, on voit que la lumière, elle vient se concentrer en un point, bien spécifique. Elle est concentrée à cet endroit-là et je ne sais pas s'ils vont le dire dans la vidéo, cette région-là c'est la région de la macula, si je ne me trompe pas. Les photorécepteurs. Voilà, ça va toucher, il y a des petits récepteurs qu'on va voir juste après et du coup, l'information alors ce que vous voyez en rouge, c'est les vaisseaux sanguins et en jaune, je le dis parce que ça prête un petit peu, je trouve, à plus ou moins à confusion entre la vascularisation et l'innervation, c'est le nerf optique et du coup là, c'est de l'information électrique qui est passée. Il existe 2 types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Je fais une petite pause parce que là, c'est une partie qui va être importante pour nous par la suite, plus ou moins. L'important, c'est de comprendre déjà qu'il y a des récepteurs au niveau du fond de la rétine, plus particulièrement au niveau de la macula. Après, il y a 2 types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Je ne sais pas si on précisait le... Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Alors, j'ai trouvé une astuce pour me rappeler de ça, que les bâtonnets, c'était plutôt utilisé de nuit et que c'est les cônes qui correspondaient plutôt à la couleur. Cône, couleur, CC, bâtonnet, nuit, BN. Voilà, c'est une petite astuce comme ça. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les 3 types de cônes différents présents dans la rétine. J'étais sûre que Les vous alliez réactions retenir. chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie... Donc là on voit, hop, nerf optique, tac, le cerveau, et ensuite, ça arrive dans le Pour cerveau. Donc c'est atteindre pour le... ça qu'il y a vraiment, il y a l'endroit au niveau de l'œil avec plusieurs constituants de l'œil qui peuvent éventuellement créer des soucis de vision. Euh, Ensuite, il y a les récepteurs, toute la partie électrique entre guillemets de l'œil, les récepteurs, le nerf optique qui permet d'envoyer l'information au cerveau, hop, le câble, et ensuite le gros PC, quoi, l'ordinateur de bord, qui est le cerveau qui va traiter. Donc on voit déjà que ça fait plusieurs étapes et qu'un problème de vision peut avoir lieu à ces différents endroits, cortex quoi. visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Les messages nerveux issus des parties temporales de chaque rétine se propagent sans changer d'hémisphère cérébral. Les messages nerveux issus des parties nasales de chaque rétine se croisent au niveau du chiasma optique. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que si la lumière, elle tape sur votre rétine, plutôt vers votre nez, on va dire ça comme ça, par ici, là, va y avoir croisement de l'information. L'œil droit, l'information nerveuse va partir dans l'hémisphère gauche. Et inversement, l'œil gauche, ça va partir dans l'hémisphère droit. En revanche, si ça tape sur la partie plus temporale, donc près des tempes, donc plus vers l'extérieur, là, ça va rester dans le même hémisphère. C'est ce que je comprends. Et ensuite, le cerveau, il va rebidouiller tout ça. Donc, ce qu'on voit avec le nez est inversé. Bah, après, comme les rayons au niveau de l'œil, avec les différentes premières couches, la cornée, etc., il y a un croisement des rayons,
c'est un peu je pense que c'est un petit peu différent, je sais pas trop, enfin je veux pas me rentrer dans trop de détails. Ce qui est sûr, c'est que l'image est inversée. L'image qui est projetée sur la rétine est inversée. Après, comment elle est envoyée au cerveau? Visiblement en 2 parties. et rejoignent le cortex visuel occipital de l'hémisphère cérébral opposé. Au cours de Donc leur la vision, trajet, c'est plutôt les occipital, c'est messages plutôt à nerveux l'arrière, passent hein. d'une fibre nerveuse à une autre au niveau de zones de jonction appelées synapses. Là, les signaux électriques qui arrivent de Oui, la c'est vrai, le rétine cerveau passe son temps à engendrent la inventer des libération de trucs, ouais. substances chimiques appelées Appelé neurotransmetteurs. neurotransmetteur. Alors ça, neurotransmetteur, non, c'est neurotransmetteur. Synapse, on en a sans doute déjà parlé. On en a pas sans doute, on en a déjà parlé. C'est quand vous avez, quand on parle de messages nerveux, de nerfs, de neurones, euh, une synapse, c'est un endroit, c'est une espèce de jonction entre deux neurones. Vous avez le câble du premier neurone qui arrive, le câble du deuxième neurone qui est là, et pour pouvoir transférer le message du neurone 1 au neurone 2 via ces câbles, eh ben, ça se passe par la synapse. Et la spécificité de la synapse, c'est que vous avez un message électrique dans le câble qui va, au niveau de la synapse, entre la jonction entre les deux neurones, devenir chimique, puis repasser en électrique. Et donc la chimie, les molécules chimiques qu'on retrouve dans la synapse, ce sont les neurotransmetteurs, les fameux. qui On en traversent parle l'espace régulièrement. entre les deux fibres nerveuses et qui se fixent sur des récepteurs de forme complémentaire. C'est ça en gros, Arca. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Donc là, c'est assez intéressant quand même de voir, avec cette espèce de map de l'air visuel, même si hein, on utilise 100% de notre cerveau, etc., il y a des zones qui sont un petit peu plus spécialisées que d'autres, même si elles sont toutes quand même connectées les unes aux autres. Et grâce à cette map, cette carte de l'air cérébral, bah, ça va nous aider aussi à comprendre parfois si tel air est spécialisé dans telle partie de la vision, par exemple les formes, les couleurs, le mouvement, et ben, si la personne perçoit moins les couleurs, ben, on va peut-être que, il y a un problème dans cette région-là. Si c'est le mouvement, peut-être dans cette région-là. D'ailleurs, il y a, heu, une pathologie très rare qui s'appelle, je l'ai mis de côté, qui s'appelle j'ai pas envie de dire de bêtises, l'akinétopsie, qui est l'incapacité de percevoir visuellement les objets en mouvement et qui est très, très invalidante. Et parce que, bah, quand vous marchez, étonnamment, vous bougez. Les repères visuels, quand on marche, pour arriver, à contrôler sa marche, ben, sont hyper importants, font partie en tout cas des informations dont nous avons besoin pour pouvoir marcher, et ben, sans nous casser la figure. Donc si vous êtes dans l'incapacité de percevoir le mouvement ou les objets en mouvement, bah forcément, c'est assez handicapant. Je vous lis pas tout l'article, je le mettrai parce que c'est un article assez récent, hein. Je le mettrai dans le Discord. Mais ils ne voient pas les véhicules circuler. Bah, ils n'arrivent pas à dire si le véhicule il est en mouvement ou pas. Ce que décrivent la plupart des patients qui ont eu ce diagnostic, c'est une espèce de vision stromboscopique. Vraiment une image, puis une image, puis une image, quoi. Donc c'est vraiment très, 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 très particulier. Mais si on revient à notre carte des aires, eh ben, on voit ici qu'il y a une aire du mouvement. Donc
il est assez facile de s'imaginer que si cette partie-là qui traite spécifiquement le mouvement des objets qu'on regarde, si elle est atteinte, c'est souvent les patients, c'est des accidents, des AVC, enfin dans la plupart des cas, voilà, il y a eu un traumatisme. Mais du coup, oui, on peut comprendre que si cette aire-là est atteinte, eh ben, ils aient cette akinétopsie. Akinétopsie, c'est ça. Pas un mot qu'on dit tous les jours. En même temps, c'est très très rare. Hein. C'est très 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 rare. Oui, on utilise 100% de notre cerveau. On m'aurait menti. Qui restait 30%. Bah, moi, j'avais même entendu qu'on utilisait que 15% de son cerveau. Donc, ça va voir rapide par chez moi, sauf Dak. Ça doit être ça, oublie. Donc voilà. Donc, c'est intéressant. Je vous dis ça, c'est vraiment parce que j'ai vu cet article sur la kinétopsie et je trouvais le lien entre les deux, du coup, se faisait assez facilement. Voilà à quoi peut servir ce type de carte des aires cérébrales, même si, encore une fois, il y a des communications entre tous les espaces de notre cerveau, quoi. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. On parle d'interprétation Ce que globale, parce nous que comme tu appelons disais, vision Oubli, est donc le une cerveau interprétation cérébrale de imagine. signaux électriques. Ainsi, Il recrée tout une le même temps, quoi. image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Ah oui, puisque au final, c'est le cerveau qui fait l'image. Donc en fait, si c'est le cerveau qui fait l'image, en fonction de votre état à un instant T, l'image pourra être perçue différemment. Donc voilà, donc ça c'était un gros, pour dégrossir un petit peu le fonctionnement de l'œil avec ses différentes parties. On va faire le petit résumé parce que là, nous, on va pas voir toute la partie au niveau du cerveau ou quoi. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est surtout, comme je vous disais, au niveau de la rétine, comment elle se compose et d'avoir connaissance de ces fameux récepteurs, donc les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets qui vont être plus facilement activés, enfin qui vont être activés, qui vont servir surtout la nuit, parce que les cônes ne sont pas très ont besoin de beaucoup de lumière pour être activés. Et c'est eux qui vont nous permettre de voir la couleur, donc les cônes couleur, CC, et les bâtonnets la nuit, BN. Voilà, vous avez le petit tips maintenant, qui se trouve donc, ces récepteurs qui se trouvent au fond de la rétine et en particulier au niveau de la macula. Donc voilà une coupe sagittale, donc sur le côté d'un œil. Donc on revient à notre article. Donc l'ADMLA, on va la définir maintenant. Parce que là, du coup, non, je vais lire le chapeau et ensuite on ira définir la DMLA. Les cônes, même si je les lis. Donc la DMLA, dégénérescence maculaire, macula, liée à l'âge, entraîne une perte progressive de vision chez un grand nombre de personnes âgées et aucun traitement n'est disponible pour la forme dite atrophique de cette maladie. Donc, il y a des traitements pour l'autre forme, qui de mémoire, je crois qu'elle s'appelle la forme humide, mais pour la forme atrophique, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Un système de neurostimulation appelé PRIMA, incluant un implant sous-rétinien, pourrait changer la donne. Les résultats d'un essai clinique impliquant l'INSERM, Sorbonne Université et le CNRS, via l'Institut de la Vision, l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et l'hôpital national D1520 montrent. Bon, c'est bien, il faut tout citer tout le monde, hein, mais c'est vrai que ça fait long à lire. Il y a plein de monde qui ont bossé dessus. Montre qu'il a restauré partiellement la vue chez plus de 80% des participants atteints de DMLA qui se sont remis à lire des lettres, des chiffres et des mots. Les résultats sont publiés dans la revue New England Journal
of Medicine. Et il est ici, l'article, en anglais. Vous pourrez le retrouver sur le Discord. Alors, pourquoi s'intéresser en particulier à la DMLA et à DMLA atrophique? Parce qu'il n'y a pas de traitement. À ne pas confondre avec DMC. Oui, oui, c'est autre chose. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est la principale cause de cécité dans le monde, qui n'est pas un rien, quand même. Cette maladie survient généralement après 60 ans. C'est pour ça qu'on dit DMLA liée à l'âge. Elle se caractérise par la destruction de la macula, la partie centrale de la rétine responsable de la vision fine et détaillée, celle qui permet de lire ou encore de reconnaître les visages, alors que la vision périphérique, donc périphérique vraiment sur les côtés, est préservée. Donc en cas de DMLA, la personne aura toujours une vision périphérique. Par contre, la vision fine, détaillée devant va être plus compliquée. Et voilà. Il existe deux formes de DMLA. Celle dite atrophique se caractérise par la disparition progressive des cellules photoréceptrices qui captent la lumière et transmettent les images au cerveau, provoquant la perte irréversible de la vision centrale. Donc, je reviens juste sur mon petit schéma. La macula, en fait, c'est le point, je vous disais, regardez, il y a un point où vient se concentrer au milieu de la rétine, là au fond, la lumière. La macula, c'est un petit peu par là. Et si je ne me trompe pas, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de cellules photoréceptrices, donc de bâtonnets et de cônes. Sauf que du coup, dans le cas de la DMLA atrophique, ces cellules vont mourir. Si vous avez plus de cellules réceptrices qui sont stimulées, plus de signal de départ et donc plus d'image. C'est vraiment la base. Hein. Sans ces cellules, ces photorécepteurs-là, pas d'image. Donc, il n'existe pas à ce jour de traitement pour la forme atrophique de la DMLA au stade avancé, mais une équipe internationale, donc là ils reviennent, a développé un système de neurostimulation destiné à restaurer la vision chez ces personnes. Alors, juste, on va revenir sur la DMLA. Là, vous avez tout l'article, hein, c'est encore l'INSERM qui... L'INSERM, ils ont pas mal de... C'est assez... Enfin, c'est très bien. Et ils ont pas mal de choses comme ça sur certaines pathologies particulières où vous avez vraiment tout un descriptif, etc. Et voilà. Donc, perte progressive de la vision centrale, hein, c'est ce qu'on disait, c'est la macula, donc c'est vraiment vision centrale au centre de l'image, vision périphérique conservée. Première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans, 25 à 30% des plus de 75 ans sont concernés, sachant qu'on vieillit de plus en plus, enfin qu'on est, comment on dit, on meurt de plus en plus tard, on est de plus en plus vieux. Du coup, ça fait quand même un paquet de monde. Seule la forme humide se traite. Donc je m'étais pas trompée. La forme humide et la forme atrophique. Donc là, il parle aussi de la DMLA précoce. Je vous mettrai l'article, donc du coup, vous pourrez aller creuser si vous le voulez. Dans les deux cas, c'est la macula qui dégénère, hein, dégénérescence maculaire. La forme néovasculaire dite exudative ou humide, c'est plus facile humide à dire bizarrement, et la forme atrophique ou sèche avancée. Je vais quand même lire ce que c'est la forme humide. Donc la forme humide, elle est caractérisée par la prolifération de nouveaux vaisseaux dysfonctionnels sous la rétine. En gros, pour que tout ça fonctionne, il faut envoyer quand même un petit peu de sang, de l'oxygène, tout ça, pour que tout ça fonctionne. De l'énergie, etc. Et qu'est-ce qui va envoyer ça? Ce sont les vaisseaux, tout le système vasculaire. Dans le cas de la version humide,
ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux vaisseaux, mais qui sont dysfonctionnels. C'est un peu le bazar. Ça vient foutre le bazar et in fine, bah, c'est pas très bon. Donc le sang, il peut diffuser à travers. Le problème, c'est que du coup, les vaisseaux dysfonctionnels sous la rétine, le sang, il peut diffuser à travers la paroi et conduire à la formation d'un œdème maculaire. Donc ça va gonfler. Et c'est pas très très bon en général. Les œdèmes, voilà. Du sang s'en échappe parfois et entraîne l'apparition d'hémorragies rétiniennes. Donc on voit que ces vaisseaux dysfonctionnels, ils vont venir mettre le bazar à l'intérieur de l'œdème ou même des hémorragies. Et ça, c'est pas bon. Donc ça évolue rapidement si c'est pas pris en charge, mais aujourd'hui, on arrive à stopper grâce à des médicaments anti-VEGF qui inhibent la croissance de nouveaux vaisseaux. Et c'est cool, mais il y en a qui fuient. Bah, là, il y en a qui fuient, mais aussi le fait que ça puisse diffuser peut créer de l'œdème. Donc en plus d'hémorragie, il y a ce problème d'œdème aussi, œdème, gonflement qui peut créer des compressions. Enfin bref, c'est jamais beau, c'est pas très très bon quoi. Donc là, sur cette forme-là, il y a des médicaments qui peuvent inhiber la croissance de nouveaux vaisseaux. Néanmoins, après plusieurs années de traitement, la maladie peut évoluer vers une forme atrophique. La forme atrophique, les photorécepteurs de la macula disparaissent progressivement, suivis par les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc, on voit que voilà, le plus important, c'est la disparition des photorécepteurs de la macula. Forcément, ça génère des trous dans la macula. Donc là, il montre une photo pour montrer que on peut voir ces trous. Bon, après, j'aurais peur de vous dire de bêtises sur comment il faut analyser cette photo, très honnêtement. Donc, je vais pas m'y risquer. Et ils expliquent pas, mais en gros, c'est qu'il y a plus. Là, c'est pas des développements de vaisseaux dysfonctionnels, c'est un manque justement de vascularisation, si je me trompe pas. Pourquoi ils le précisent pas? Ils disent juste que ça disparaît progressivement. Ce processus est lent et il s'écoule en général entre 5 et 10 ans avant que le patient ne perde sa vision centrale. Actuellement, il n'existe pas de traitement contre cette forme de DMLA en Europe. Pourquoi Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est ça, c'est atrophique. Atrophique, c'est un manque de vascularisation et du coup, les cellules meurent, quoi. Et se dit qu'il a bien changé le soleil. Oui, c'est des photos de fond de l'œil. OK. Donc là, il dit ça a été testé chez l'animal et cette fois-ci, il y a un effectif un peu plus important et plusieurs sites européens. Donc il y a 38 patients et je crois que sur les 38, il y en a 32 qui ont vraiment été jusqu'au bout du bout de l'étude. Il y en a qui ne sont pas revenus, je crois, pour la visite des 1 an ou des 6 mois, je ne sais plus. Mais il y en a quand même 32 qui sont allés jusqu'au bout, mais il y en a eu 38 qui ont profité du dispositif. Donc le système qui s'appelle PRIMA, comment ça marche? Donc le système PRIMA, conçu par Daniel Palenker à Stanford, court-circuite les cellules photoréceptrices mortes en transformant au niveau de la rétine résiduelle la lumière en signaux électriques communiqués au cerveau. Donc en gros, il y a les cellules photoréceptrices, il y en a plus, elles sont mortes. Eh ben, on va au niveau de la rétine, on va mettre un petit dispositif à la place qui va permettre de quand même transférer les infos qui vont être captées quand même par l'œil, qui vont rentrer dans l'œil, la lumière qui va arriver dans l'œil. Eh ben, ce petit dispositif va envoyer des signaux électriques quand même au cerveau, malgré l'absence de photorécepteurs. Il se compose d'un implant sous-rétinien et d'une paire de lunettes à réalité augmentée.
concrètement, les lunettes sont équipées d'une caméra miniature qui capte les images environnantes et transmet le flux vidéo à un ordinateur de poche. Donc vous avez les lunettes, vous avez l'ordinateur de poche et, vous avez le petit implant sous rétinien. Un algorithme améliore les images, il peut les grossir jusqu'à 12 fois, augmenter le contraste et la luminosité, puis ce flux vidéo est converti en faisceau de rayons infrarouges projetés en temps réel sur un implant préalablement greffé sous la rétine. Donc en gros, les lunettes, si on essaie de résumer, les lunettes, elles ont des petites caméras. Caméra, elle va capter elle va filmer ce qu'elle voit autour de la personne. Les infos, les images vont être envoyées à un petit ordinateur de poche qui va faire sa tambouille, analyser les images, les grossir, améliorer le contraste, et ensuite, va être renvoyé des rayons infrarouges. Alors, je suppose que les faisceaux de rayons infrarouges sont projetés sur l'implant via les lunettes, c'est ce que je suppose, qui lui est sous la rétine, donc au fond de l'œil. Donc caméra, ordi, retour de l'info, envoyer des rayons infrarouges et captage par l'implant sous-rétinien, envoyage du message au cerveau. Parce qu'à la fin, c'est le cerveau qui décide de toute façon. Oui, et que plus tu vas lui envoyer un message clair, d'où l'intérêt d'avoir l'algorithme qui va retraiter l'image, améliorer le contraste et tout ça pour essayer d'être le plus précis sur ce qu'il va ensuite envoyer en faisceau infrarouge pour venir activer l'implant sous-rétinien qui va in fine envoyer l'information électrique au cerveau. Il faut que ce soit assez fin, quoi. C'est vrai que l'œil pourrait être facultatif tant que les signaux sont bien envoyés dans le cerveau. Plus qu'à connecter ça à la webcam et on aura l'impression de regarder Tidjo de près. C'est un petit peu... On va dire que on pourrait dire ça de tout le système nerveux. Au final, ce ne sont que plus ou moins des impulsions électriques qui sont envoyées au cerveau et traitées par notre cerveau. C'est d'une certaine façon ce que met en avant ou en lumière, ou je ne sais pas trop, le film Matrix, puisque les humains ressentent des choses malgré le fait qu'au final, ils sont au même endroit, ils ne bougent pas et sont endormis. Mais ils ont l'impression d'être conscients, de sentir des odeurs, de toucher des choses, enfin toutes leurs sensations sont activées alors qu'in fine, ils ne sentent rien. Mais parce que on part de ce postulat-là, entre guillemets, dans le film, que nous ne sommes que des impulsions électriques, quoi. Donc j'ai envie de dire qu'on pourrait aller encore plus loin et ne pas se passer que des yeux pour voir et ressentir. On pourrait. Il avait dit, les sourds entendront et les aveugles verront, le petit homme ira en prison. Mais il y a déjà, enfin, de toute façon, il y a sur tout ce qui les personnes malentendantes ou sourdes, il y a déjà des choses qui existent, les plus connues étant l'implant cochléaire. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de de pourquoi la personne est sourde ou pourquoi la personne est malvoyante ou aveugle, qui va faire qu'on va utiliser telle ou telle solution ou penser ou à défaut de solution, penser à tel ou tel dispositif ou autre, quoi, ou créer de nouvelles choses, quoi. Donc c'est pour ça que tu peux pas aider toutes les personnes malentendantes ou sourdes. L'implant cochléaire n'est pas toujours une solution, et faut-il encore que la personne le veuille, etc., quoi. On en était où? Donc là, le faisceau de rayons infrarouges projeté en temps réel sur l'implant préalablement greffé sur la... Ok. Ce dernier est destiné à remplacer donc les cellules photoréceptrices mortes, donc les fameux bâtonnets et les cônes.
Il capte le signal infrarouge et excite les cellules nerveuses voisines pour envoyer un message au cerveau. Donc on a vu quand même, si on revient ici, on a vu que là, on a ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, on a les fameux photorécepteurs, mais que derrière, on a d'autres cellules nerveuses. En fait, le photorécepteur va envoyer un message électrique à cette cellule, qui va le renvoyer à cette cellule, qui va renvoyer, et voilà, et ça va envoyer in fine au cerveau. Donc, si on chante ça, qu'on met notre implant, vous imaginez qu'il n'y a plus ça, qu'on met notre implant, eh ben, on va essayer de stimuler ces cellules-là, d'envoyer des signaux électriques à ces cellules-là. Donc, il y a quand même toujours une diffusion du signal électrique qui est possible malgré l'absence de photorécepteurs. Oui, il y a la conduction osseuse qui fonctionne bien. Ouais, ouais, ouais. La meute la voix dans sa tête. J'ai testé là, les casques il y a pas longtemps. J'ai une pote qui avait ça et je dis je peux essayer. Et c'est ouais, c'est assez particulier. Moi, je sentais personnellement les vibrations un petit peu sur mes tempes et ça me gênait un peu. Mais il fallait que je baisse. Enfin, en baissant un peu, ça allait. Mais le système est vraiment pas mal, hein. Mais c'est pareil, je pense que même avec à la conduction osseuse, euh, par exemple, ces casques-là marchent sur nous entendants. C'est toujours pareil, tout dépend de l'origine de la surdité ou du pourquoi la personne est malentendante. Donc voilà. Mais il y a des solutions, hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui existent et qui arrivent. Donc ça, c'est cool. Tchou, 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 tchou. Donc, il capte le signal infrarouge et excite les cellules nerveuses voisines. Donc, c'est les cellules nerveuses voisines que je vous ai montrées. Cet implant se présente sous forme d'une micropuce photovoltaïque de 2 millimètres par 2 millimètres, donc c'est tout petit, 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 et de 30 microns d'épaisseur. Donc, c'est vraiment très, très, très petit. Et ça comprend 378 électrodes. Donc, sur une surface mais minuscule, 2 millimètres par 2 millimètres, il y a 378 électrodes. C'est une prouesse. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a tout ce qui est miniaturisation aujourd'hui qui vient quand même pas mal nous aider dans ce type de dispositif. Parce que bon, les yeux, il est tard. Les yeux, c'est déjà pas bien grand. Mais si en plus vous allez cibler une partie encore plus petite à l'intérieur, ouais, les œils, à l'intérieur de l'œil, bah, c'est déjà délicat. Mais en plus, si vous devez remplacer autant vous dire que les cônes et les bâtonnets, c'est vraiment tout petit petit, hein, on a vu au microscope tout à l'heure, mais il y en a beaucoup, c'est assez dense. Si vous voulez avoir la meilleure qualité possible de signal que vous allez envoyer aux cellules voisines, aux cellules nerveuses voisines, bah, effectivement, il vous faut un maximum d'électrodes, quoi. Et du coup, c'est assez fou de se dire qu'il y a autant d'électrodes sur une si petite surface, quoi. Il fonctionne sans fil. C'est vrai qu'on va pas les mettre. Vous n'allez pas recharger sur USB, là, avoir le petit câble pour vous recharger sur USB tous les soirs. Non, ça fonctionne sans fil. En fait, c'est l'énergie apportée par le faisceau infrarouge qui va activer les électrodes individuellement. Donc ça aussi, c'est top, quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être un faisceau infrarouge qui est utilisé, parce que peut-être la technologie permettant d'activer ces électrodes se base sur cette lumière infrarouge en particulier. Mais voilà, donc système sans fil, 378 électrodes, voilà. On va dire c'est bien pensé. C'est quand même bien pensé. Ça va être intense. Ah, faites-la ça. Ouais, il dort avec. Oui, bah, oui, il y a la guitare. Ah oui, en plus, il y a le petit chat à côté quand dirait il fait petit Joe, qu'est-ce que tu fais? Mais je crois que j'ai fait un peu exprès quand j'avais mis la photo ici. Mais oui, il y a le petit bout de manche de guitare devant lui, effectivement. Euh, Donc là, ils redisent des atrophiques, 38 patients, 17 centres dans 5 pays européens. C'est pour ça qu'il y avait plein de noms au tout début. La moyenne d'âge, 78,9 ans. Là, ils expliquent quel type de profil ils ont pris dans l'étude. Le but était de tester l'efficacité et la sécurité du dispositif, parce que c'est quand même pas anodin
de venir placer dans l'œil un dispositif de ce type, c'est quand même l'œil est quand même un organe assez sensible, assez fragile. Donc voilà. Et du coup, voilà, il y avait comment l'œil va réagir à ça, sachant qu'encore une fois, on est sur un œil qui reste pathologique, hein. L'ADMLA atrophique, elle est toujours là. On vient juste remplacer, enfin, essayer de compenser les photorécepteurs qui sont morts du fait de la maladie, mais la DMLA, elle est toujours là. Donc, dans un contexte de ce type-là, comment l'organisme peut réagir, c'est aussi ça qui est intéressant. À la fin, donc au total, 32 ont achevé l'étude. Parmi elles, 81% ont atteint ce seuil d'amélioration, lisant au moins 10 lettres supplémentaires dans le tableau de vision. C'est le même qu'on a chez notre ophtalmo quand on va faire un bilan. Après un an, quand elles portaient les lunettes Prima par rapport à leur vision naturelle et sans que la vision périphérique s'en trouve modifiée. Parce que ça aussi, c'est un risque parce que vous avez perdu la vision centrale. Déjà, c'est casse-pied. C'est compliqué. Si en plus vous perdez la vision périphérique, qui vous restait en gros, qui n'était pas atteint par la maladie, c'est quand même pas cool. Donc là, au final, c'est ça le bon constat, c'est que ils ont gardé la vision périphérique. Il n'y a pas eu de modification de ce côté-là. 78% ont eu une amélioration. Alors là, c'est des chiffres que je ne connais pas, 0,3 logmar, je ne sais pas ce que ça représente. Et lisaient au moins 15 lettres de plus avec les lunettes. Le bénéfice maximal a été un gain de 1,18 logmar. Bon, c'est plus que 0,3, donc ça doit être top. Le patient a pu lire 59 lettres de plus. À un an, 84,4% des participants ont déclaré pouvoir lire chez eux des lettres, des chiffres et des mots, ce qui est énorme. Résultat, je me demande, avec ce genre d'implant, comment ça réagit avec un laser de faible puissance. Autant ça peut occasionner des dégâts chez nous, mais là, il y a un algorithme pour possiblement... Bah, l'algorithme, en fait, l'algorithme, il va pas compenser. Si tu envoies quelque chose, le laser, si tu l'envoies dans l'œil, il va rien faire. Et il faudrait que tu arrives avec ce laser infrarouge à viser toi-même directement le dispositif qui fait, rappelons-le, 2 mm sur 2 mm. L'algorithme, il se situe après la caméra. Tu as les lunettes, tu as la caméra, et les informations de la caméra sont envoyées à un petit ordinateur de poche avec un algorithme dans l'ordinateur de poche qui renvoie ensuite une information qui est envoyée sur l'implant sous-rétinien par des faisceaux infrarouges. Mais c'est pour ça que je dis, je suppose que ce sont les lunettes qu'envoient ces faisceaux-là. J'avoue que c'est là où j'ai ma petite interrogation sur les faisceaux infrarouges. Comment sont-ils envoyés? Est-ce que c'est via les lunettes ou quoi? Logmar, c'est la mesure de l'acuité visuelle. Ok, merci. Tu sais, les lettres dont tu parlais chez l'ophtalmo, c'est le tableau Logmar. Ok, tout simplement. Dont là, les chiffres dont il parle, c'est littéralement le score noté à côté des lignes. Ok, bah merci pour l'info, Obli. J'avoue que j'avais pas fait le lien avec le nom du tableau. Je retenais, c'est mieux, c'est vachement mieux. Parce que là, justement, il disait que le score de Logmar était inférieur à 1,2, je crois. Donc voilà, dans la sélection des patients. Donc le but, c'était aussi de voir les effets indésirables induits par le dispositif. Et il y a eu 26 événements graves qui ont été observés chez 19 participants. Donc c'est quand même pas mal. Des événements graves, hein, c'est pas genre le petit effet secondaire tout pourri. Mais ils avaient tous été anticipés dans l'analyse des risques. Donc ce qui a permis de les prendre en charge rapidement. Il s'agissait le plus souvent d'hypertension oculaire, mais aussi de décollement de la rétine. Et vous venez placer quelque chose sous la rétine, voilà, on peut s'attendre à ce genre de problème. Trou dans la macula ou encore hémorragie sous-rétinienne.
Donc oui, toute la région, on va mettre le dispositif là au niveau de la macula. Bah oui, trou dans la macula, la rétine, enfin voilà. C'est cohérent avec ce qui est fait, donc que c'est pu être anticipé n'est pas étonnant. La grande majorité des cas est survenue au cours des 2 premiers mois et 95 ont été résolus rapidement, spontanément ou par une intervention médicale. Donc ça permet quand même de se dire pendant les 2 premiers mois, si ce dispositif, est implanté après, plus généralement, pendant les 2 premiers mois, il faut vraiment un suivi plus, plus, parce qu'on sait que c'est là où il y a le plus de risques, d'événements indésirables dans cette période-là. Après, par contre, ce qu'on peut dire aussi aux patients dans ces cas-là, c'est que la plupart du temps, dans 95 des cas, c'est résolu assez facilement. La tolérance a été considérée comme bonne. Un suivi supplémentaire est prévu jusqu'à 36 mois. Donc en gros, le bénéfice s'est révélé supérieur aux effets indésirables. Donc voilà pour cet implant sous-rétinien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions?